Bienvenue au Ben Wagon Show, premier épisode de l'année 2023. Bonne année à tout le monde. Je vous souhaite la santé. Puis la prochaine chose que je vais vous souhaiter, je vais vous l'expliquer tout de suite après. Nicolas, bonne année. Bonne année à toi aussi, frère. Je te souhaite la santé. Merci. C'est le plus important. Merci, toi de même. Merci. Puis la deuxième chose que moi je souhaite aux gens, puis j'en parlais avec mes élèves ce matin, c'est santé et relations, man. Puis j'explique ça comme ça. J'explique avec ce qui s'est passé le 2 janvier dernier, là, lundi 2 janvier, avec Damar Hamlin. Tu sais, pour mettre tout le monde en contexte, match Bills, Bengals, c'est un gros match de football là, avec beaucoup de répercussions sur la saison régulière, sur le classement pour les séries qui s'en viennent. Puis, Damar Hamlin fait un plaqué à T. Higgins, un plaquage de routine. T. Higgins se place d'une certaine façon pour recevoir le plaqué. Damar Hamlin se lève, fait 2 pas, tombe à terre. On comprend par la suite qu'il y a un arrêt cardiaque. Il doit recevoir du RCR sur le terrain. On arrive à le réanimer, on l'emmène à l'hôpital, puis the rest is history. Là, on sait ce qui s'est passé. Il a fait comme quelques jours, je pense, dans le coma. Hein. Il était endormi. Puis ensuite, il s'est réveillé. Et une des premières choses qu'il a demandé, c'est Did we win? Fait que c'est là qu'on a compris que, OK, il n'est pas seulement réveillé, mais il est là. C'est ça que les médecins disaient. Puis, man, je sais pas pour toi, mais moi, toute cette situation-là m'a fait réaliser à quel point, tu sais, peu importe le succès que tu peux avoir, parce que Damar Hamlin a quand même atteint la Ligue nationale de football, la NFL. Là. C'est comme top 2, à mon avis, des plus grosses ligues sportives au monde. OK? Je prends les ligues de soccer en premier, puis après NFL. Tu comprends? Fait que pour un gars qui a tout ce succès-là, qui a atteint la NFL, tu sais, quand t'as pas la santé, t'es à ça de tout perdre. T'sais. Fait que moi, c'est pour ça que je souhaite aux gens de la santé, puis je souhaite aux gens aussi des relations même. Parce que ce que j'ai vu, les réactions que j'ai vues aux gens suite à ce qui s'est passé à Damar Hamlin, ça m'a plus parlé sur comment lui a des bonnes relations avec les gens que toute autre chose. Effectivement. Tu comprends? Fait que c'est ça que je te souhaite. Merci. Puis on avait un avancement aussi avec ça. Le fait, la situation fait en sorte que tu vois que les autres communautés veulent en parler. Tu as vu ça aussi avec sa fondation. Il y a plusieurs personnes de diverses communautés sportives, mais aussi de la communauté sportive de football qui sont venues prêter de l'argent. Mais au-delà de l'argent, c'est vraiment les messages d'espoir, les prières qu'il y a eu aussi. Donc, c'est là que tu vois l'esprit de communauté numéro 1, puis l'esprit de famille, qui existe déjà dans le football, parce qu'on le sait très bien, le football, c'est vraiment familial, communautaire et tout. Mais c'était bien de voir ça, malgré la tristesse de l'événement. Qu'est-ce qui va... Et je me suis posé la question, là. Est-ce que cet événement-là, c'est un élément pivot, un événement pivot pour le reste du monde du sport? Genre, est-ce que ça va changer la façon qu'on regarde le sport, la façon que le sport est joué, la façon que le sport est géré? Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça va... Je l'espère. Yeah. Parce que souvent il y a des situations comme ça qui arrivent. Tu sais, ça arrive au hockey où est-ce que quelqu'un se fait couper à la gorge. Le gardien de but s'était fait couper à la gorge. Le nom m'échappe. Mais il y a des situations comme ça qui arrivent que on sort du cadre sportif et on va dans le cadre personnel. Comme tous les médias ont déjà eu le temps de le dire, puis quand on a eu nos discussions envers nous, on sort de là. Sauf que très facilement, on retourne dans l'esprit sportif très rapidement. Donc, on oublie que mais la personne s'est blessée ou bien on oublie le côté personnel qui existe parce qu'à la fin, c'est des humains là, comme toi et moi. Mais c'est vrai que j'aimerais ça et j'espère que cet événement-là va rappeler tout le temps que la personne qui se fait plaquer, la personne qui lance le ballon, puis la personne qui gagne des millions, mais il ne faut pas oublier qu'elle a une famille, elle a des amis, elle a une femme, un enfant ou peu importe. Elle a 24 ans, parce qu'il ne faut pas oublier que de moi, elle avait 24 ans, donc c'est très jeune. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est l'aspect le plus important au-delà de l'argent qu'il fait, au-delà de son sport préféré, au-delà de la NFL ou peu importe, qui font beaucoup d'argent, mais il ne faut pas oublier l'aspect humain, souvent qu'on a tendance à oublier. Puis, Mais avant tout, là, dis-moi pour toi. Mais pour moi, tu vois, j'ai écouté beaucoup d'émissions qui couvraient l'événement. Je suis allé suivre sur Twitter tous les journalistes qui couvraient Damar Hamlin parce que je voulais pas manquer un news, c'est Colin Harvey, etc. Tous ces gars-là. Puis, mais ce que j'ai réalisé, là, c'est que je pense que le sport, puis ce matin, il y a Stephen A. Smith qui en parlait à First Take. Le sport, je pense, est même plus que l'art, man. Je vais dire là, même plus que de l'art. Le sport est peut-être la seule chose qui peut unir des gens d'opinions complètement opposées. Je pense qu'il y a... Tu sais, là, on prend pour le Canadien de Montréal, par exemple, les fans du Canadien
peuvent être autant dans l'échiquier politique de droite que de gauche, peuvent être des gens chrétiens, pas chrétiens, whatever, tu sais, noirs, blancs. Tu sais, le sport est la seule chose qui peut unir tout le monde, man, parce que tu es uni par l'amour du sport que tu es en train de regarder, tu comprends? Fait que moi, c'est ça que j'ai vraiment réalisé, man. On est dans une ère complètement divisée. On a vécu 2 ans de pandémie qui a encore plus fissuré les gens. Discussion vaccin, anti-vax, discussion gauche, droite, démocratie, autocratie. Tu sais, tous ces genres de discussions-là qu'on a eues, tu sais, on est dans cette ère-là où c'est comme blanc ou noir. Il n'y a plus de zone grise, plus de zone grise, plus de nuances. Puis on en parlait aussi avec Angelo. Mais cet événement-là a réussi à... Comme tout le monde parlait d'une voix, man. Puis yo, c'est fou parce que on air, il y avait des gens qui priaient pour Damar Hamlin. Puis ça, on ne réalise pas à quel point c'est quelque chose de gros, là, parce qu'on sait à quel point on refuse de mettre la religion dans la politique, la religion dans la télé, etc. Mais yo, cet événement-là a tellement uni tout le monde que peu importe ta confession religieuse, on acceptait juste de prier on air pour Damar Hamlin, pour qu'il aille mieux. Fait que moi, si je prends un côté positif dans tout ce qui s'est passé, c'est ça, man. C'est qu'à quel point tout le monde a été uni. Ça fait partie de la culture sportive, la prière. Il faut s'entendre là-dessus. Facts. Dans le football, en tant que tel, surtout, là, tu vois sur le terrain, ils vont le faire. Dans le locker room, ils vont le faire. Donc, c'est quelque chose qui est très présent. Puis, lorsque tu regardes les TV shows, tu vois que c'est des anciens joueurs. Fait que les autres ont déjà cette mentalité-là. Ils sont déjà dans cet aspect-là. Fait que je pense que c'était plus facile de l'emmener de ce côté-là. Vrai. Je suis très d'accord aussi avec Steven A. Smith qui a parlé de cet aspect de qu'est-ce que tu expliques. De l'unité, parce que c'est ça, le sport. L'unité entre tous frères. Peu importe comment tu peux voir les choses, le sport, ça te ramène toujours à la source. Là. 100%. Puis tu sais, je vais toujours me ramener à mes élèves parce que comme, tu sais, je fais cette job d'enseignant parce que je veux être capable de leur inculquer des bonnes valeurs. Puis pour moi, c'est une des raisons pourquoi j'adore le sport, c'est ça. C'est, tu sais, tu peux faire des comparaisons entre avoir un bon esprit d'équipe, etc., puis tout ce qui se passe dans le sport, peu importe le sport que tu regardes, tu sais. Fait. Mais, même dans cet événement-là, par contre, on parle d'unité, mais il y a eu un élément particulier là qui a amené une certaine division. Puis même, c'est un élément que je trouve qui a fait trop de vagues pour rien. OK? Pourquoi? C'est le tweet de Skip Bayless. Le tweet de Skip, dans le fond, il fait un paquet de tweets avant. Puis, dans ses tweets, il parle de à quel point ce qui est passé c'est unique. Il parlait du match en tant que tel. Il a aussi rajouté le fait que il ne comprend pas l'intensité du match qu'il devait avoir entre les Bills et les Bengals, je ne me trompe pas. L'intensité du match qu'il devait avoir pour la position au classement et ainsi de suite était important. Oui. Moi, c'est qu'est-ce que je me souviens du tweet surtout. Regarde, je vais le sortir parce que je veux être sûr de sortir tous les tweets qu'il a dit. Parce que le tweet en particulier où il parle du match des Bengals, puis après il finit en disant « But it seems so irrelevant ce tweet-là qui est parti viral, je pense fortement qu'il est pris hors contexte. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi tu dis ça. Parce que Skip parlait pas que la game était... que la blessure de Damar Hamlin était irrelevant. Ce que Skip parlait, c'est que il y a tout ça, il y a toute l'importance de la game, 3 petits points, et tout ça devient irrelevant à cause de la blessure. Fait que tu penses qu'une majorité de personnes a mal interprété son message? Tu sais pourquoi je pense que oui? Je pense que oui, parce que this is Twitter. C'est le ils font le choix de qu'est-ce qu'ils veulent. Exact, tu comprends? Puis quand tu regardes les tweets d'avant, en termes de combien de personnes ont vu, versus le tweet qui est devenu viral, les chiffres sont complètement différents. Tu vois ce que je veux dire? Pour le bien des téléspectateurs, juste remettre le tweet. Je vais te lire le tweet parce que, et une chance que Skip l'a pas enlevé, il a dit qu'il n'allait pas l'enlever, ça nous permet d'en parler. Il fait bien. Fait que, je vais te le retrouver, mais je pense vraiment, tu vois, qu'il a été pris hors contexte. Il y a un élément, par contre, qui m'a fait stresser, puis je t'en parlerai dès que... Ben moi, c'est tout ce qui est venu par la suite du tweet. Donc, quand il est retourné à la télévision par la suite pour en parler, c'est là que je pense que son message a encore plus dégringolé. Donc, OK, check. J'ai retrouvé. So, premier tweet qui dit, OK? Le premier, parce que je suis dans l'ordre chronologique. Pardonnez-moi mon anglais n'est pas fin ça, mais je vais faire un petit effort. OK? Not exactly sure what happened to Damar Hamlin. Players on both teams are shaken. Ambulance out
on the field, CPR administered. Can't remember play being stopped for this length of time. Just said a prayer for him and his family. Ça, c'est le premier tweet. Qui est très bien, là. Ça, Yeah. c'est très bien, très bien. Puis ça, tu sais, maintenant, il n'y a pas les heures à laquelle ce tweet-là est sorti, mais j'ai l'impression qu'il est comme, tu sais, pas trop loin de quand c'est arrivé. Tu sais, il tweet assez rapidement. Ensuite, deuxième tweet qui dit tout de suite après celui-là. I've seen so many horrific injuries suffered on football fields, yet never have I seen a reaction like this. In every other situation I witnessed or covered, the game always went on fairly quickly. The attitude was, hey, that's football. For these players, this was different. Ça, c'est qu'est-ce que tout le monde disait. OK? Puis ça, il l'a dit tout de suite après le premier tweet que je t'ai lu. Ouais. Après, et le premier tweet que je t'ai lu, il a été vu par 9 millions de personnes. OK? Le deuxième tweet que je t'ai lu a été vu par 11 millions de personnes. On s'entend que c'est en date d'aujourd'hui, là, juste pour Oui, en date d'aujourd'hui, exactement. En date d'aujourd'hui. Le troisième tweet que je vais te lire, puis c'est le tweet qui est parti viral, a été vu par 167 millions de personnes. Puis ce tweet-là, il dit « No doubt the NFL is considering postponing the rest of this game, but how? This late in the season, a game of this magnitude is crucial to the regular season outcome, which suddenly seems so irrelevant. » Et ça, c'est le tweet qui est parti en couille. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut le prendre dans le contexte. Dans le contexte, il parle de la blessure, il dit à quel point c'est une blessure, c'est unique. Qu'est-ce qui s'est passé? Just said a prayer for him. Après, il parle que les joueurs ont été habitués de voir différentes blessures, mais celle-là qu'il voit, it seems different. Et ensuite, il parle de la game et toute l'importance de la game, mais tout ça devient irrelevant. Quand tu connais le personnage, c'est là que tu as la difficulté à faire la dissociation entre les deux. Le personnage étant qu'il va vraiment défendre très pointueusement son opinion et ainsi de suite. La première partie du tweet, comme tu dis avant qu'il parle de irrelevancy, elle est totalement négative. Elle est totalement contre ce qui s'est passé sur le terrain. Puis je pense que pour les deux lignes, ou bien la ligne et demie qui dit que c'est irrelevant, c'était pas, ça faisait pas de... Sur le poids, là, ça n'était pas ex aequo. Moi, je pense que c'est pour ça que le monde a réagi autant fort. Parce que je pense que tu avais commencé avec le bot quelque chose. Yeah. Je pense que c'est à partir de là où est-ce que le monde a dit, mais je comprends pas qu'est-ce que tu essaies de dire. D'après moi, c'est ça qui s'est passé. Après ça, le irrelevancy, moi, tout ce qui arrive par la suite, moi, c'est plus là que je veux rentrer dans le sujet avec toi parce que c'est qu'est-ce qui s'est passé à la télévision par la suite. Avec Shannon. Avec Shannon Sharpe. Ouais. C'est là que j'ai eu beaucoup, beaucoup plus de difficultés parce qu'il n'était même pas capable de non seulement laisser Shannon Sharpe parler, mais quand il essaie de raconter sa version des faits, tu vois qu'il patinait beaucoup. Les patrons m'ont jamais rien dit. Ce qu'une télé nationale comme ça va jamais rien dire après un tweet qui a fait 167 millions. Tu penses vraiment qu'ils vont laisser ça passer comme ça? Impossible. Puis Shannon Sharpe a essayé de faire passer son point de vue. Il se fait constamment couper la parole. Et même, je pense que Shannon Sharpe n'allait pas appuyer ce que Skip allait dire, mais il allait quand même dire, yo, c'est mon partenaire quand même, là. Comme je suis pas d'accord, il a dit, je suis pas d'accord avec ce qu'il a écrit, mais laissez-moi expliquer ce que je comprends de ce qu'il a écrit. Mais tu vois, pour moi, c'est deux débats. Tu as le premier débat, c'est le tweet. Tu as le deuxième débat, c'est l'attitude de Skip. Skip, le personnage Skip. Mais c'est pour ça, c'est le personnage. Le problème. Ça, je suis d'accord, il est problématique. Là. Skip a un résumé de dérespecter les joueurs depuis très longtemps. Là. OK? De disrespect Chris Bosh, il dérespecte tout le temps Westbrook. En fait, tous les joueurs à qui il change leur nom de famille, c'est un disrespect. Depuis toute sa carrière. Là. Okay? Fait que le Skip qu'on a vu contre Shannon, puis il y a aussi des suspects Shannon back il y a quelques semaines. Ce Skip qu'on a vu, je suis d'accord avec toi, ça fait aucun sens, mais est-ce qu'on se serait attendu à quelque chose de différent de Skip? Non. Jamais, là. Mais c'est justement là où est-ce que le problème se pose. C'est que peu importe le tweet qu'il va envoyer va être vu négativement de là, le personnage. Oui, mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens, tu sais, oui, il y a le personnage, mais des fois aussi, on force des choses parce qu'on prend le personnage en question. Là, okay? Pour moi, là, le contexte du tweet n'est pas si complexe à comprendre. Est-ce que ce qu'il a dit se disait bien dans un tweet? Je pense pas. Je pense qu'il y a des affaires que tu ne tweets pas puis que tu dis. Parce que le monde a perdu la carte avec les tweets. Là. Tout le monde tweet, comme si là, c'était... Tu comprends? C'est comme si maintenant Twitter s'est rendu genre un endroit d'information legit. Ouais. Okay, tu comprends? Malheureusement. Le contexte
pour moi, Skip l'avait bien installé, man. Mais maintenant, le personnage, je suis d'accord avec toi, Skip fait aucun sens. Skip, à mon avis, a fait son temps. Puis pour moi, Skip, le moment où il a vraiment manqué de respect à Shannon Sharp, c'est le moment où, OK, je pense qu'il devait partir. Là. Tu comprends? Je pense, puis je le connais pas, on le connaît pas, ben, fait qu'on hypothétise là, mais il s'est perdu dans son personnage. Puis il s'est tellement perdu je pense qu'il est coincé dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il accorde beaucoup plus d'importance à sa télévision et son personnage. Puis ça, c'est sans connaître la personne, mais c'est entendre quand il en discute justement de comment il est proche du sport et comment il favorise le sport au-delà de beaucoup de choses que je considère plus importantes. Ouais. C'est là que tu vois, comme tu as dit, que le personnage a take over la place. Ouais. Puis là, quand ton personnage take over la place, puis tu te reconnais plus là-dedans, puis que ton collaborateur avec qui tu travailles et que toi-même tu as choisi, tu les dis live on air, il y a un problème. Ça, c'est la faute à qui, man? Skip ou le fait que l'émission fonctionne est basée sur des ratings? Puis plus il y a des éléments comme ça qui arrivent... Ouais. Mais je pense que c'est le résultat de débats, de beaucoup de débats. Tu sais, souvent dans le débat, on va parler plus fort, mais il va arriver des fois que quelqu'un va s'échapper. Il va passer sur la ligne qu'il ne faut pas. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'est ça qu'il a fait, visiblement avec Shannon Sharp qui était devant lui. Parce que tu dis pas des affaires comme ça just for fun, là. Not true. C'est parce que cette affaire-là avait déjà ruminé dans ta tête back then. C'est pas vrai, là. Puis tu l'as vu avec d'autres joueurs sportifs. Je pense pas que Westbrook va venir là puis va tout être gentil avec lui, là. C'est sûr qu'il va se tromper puis va dire Westbrook. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, il y a un antécédent derrière ça. Fait que tu peux pas juste le pardonner pour le bénéfice du doute et ainsi de suite. Yo, je vais faire un parallèle avec DeMar. Est-ce que tu sens que ce qui s'est passé sur le terrain doit maintenant modifier la façon que les chroniqueurs sportifs, puis les journalistes, puis les joueurs analystes parlent et analysent la game et commentent la game? Parce que, tu sais, tu as ceux qui reportent la game, qui doivent le report avec la plus grande froideur possible. Voici le nombre de points, le nombre de buts, etc. Puis tu as ceux qui donnent leur opinion. Tu comprends? Est-ce que ce qui s'est passé à DeMar, ça doit modifier la façon que nous, on commente la game, puis les chroniqueurs et tout? Malheureusement, le sport est trop proche des émotions. Donc, très rapidement, on va passer de « Oh, check le jeu qu'il a fait » à un autre type d'émotion. Bon, on est tellement proche du sport que l'erreur que le joueur a fait va toujours être plus fort que le plaquage en tant que tel. Fait qu'on a déjà vu un joueur se faire plaquer d'une façon, puis monsieur ne s'est pas levé parce que son genou est cassé, mais on n'a pas eu ce oh, tu comprends? Ce moment-là où est-ce que, oh, qu'est-ce qui se passe avec sa vie ou bien qu'est-ce qui se passe avec l'humain? C'est sûr que ça a été plus loin parce que la personne, tu l'as vu visiblement, elle est tombée. Puis tu ne t'attendais pas à ça. Fait que, oui, il va y avoir une différence, mais moi, je suis toujours dans pour combien de temps? J'aimerais ça que ça soit pour longtemps, puis j'aimerais ça qu'ils changent leur façon de voir, mais comme je te dis, l'émotion est vraiment trop près quand on parle de sport, que ça se peut que très vite, on retourne dans oh, moi, je veux voir plus de plaquage, ou bien les sports de combat, ils vont aimer ça, voir quelqu'un se faire prendre des knockouts. T'as raison, mais moi, ce que j'aimerais, là, c'est juste que j'enlève les reporters parce que tu vois ce que... Les autres savent comment la game fonctionne. Exact, tu comprends, mais puis il y a eu ça qui s'est passé sur le terrain, c'est ça que je vais dire devant la caméra, tu comprends? Mais j'aurais beaucoup aimé que les commentateurs, ceux qui donnent leur opinion, ils restent plus dans le joueur et qu'ils aillent beaucoup moins dans l'humain. Du sens que, mais je veux qu'ils soient plus humanistes, mais je veux qu'ils parlent beaucoup moins de la personne parce que, pour moi, là, Caulfield, par exemple, si je prends Cole Caulfield, là, c'est un joueur de hockey. Quand je donne mon opinion sur Cole Caulfield, c'est par rapport à qui il est sur la glace. Mais jamais je donne une opinion sur lui en tant qu'humain. Bon, on a un problème avec ça, c'est ça que je te dis. Parce que je peux utiliser le même exemple que tu as, mais avec Jonathan Drouin. On ne l'a pas juste attaqué sur le fait qu'il était un joueur de la Ligue nationale de hockey. On l'a attaqué sur ses performances 1, puis on est allé plus loin que ses performances. C'est quand il est revenu qu'on a décidé comme, oh, il faut faire attention. Comment ça, tu ne savais pas qu'il ne fallait pas que tu parles de sa vie privée? Puis que ça soit sur les réseaux sociaux ou autres, des journalistes, comme des journalistes, comme des amateurs, en ont profité. Puis des fois, tu vois qu'ils sont proches de passer la ligne, mais ils sont comme, non, il faut faire attention, il ne faut pas parler du patinet comme ça. Fait qu'il faut qu'on comprenne que l'émotion est vraiment proche du sport. Puis on est très rapidement à dire, ah, mais ce gars-là, il n'est pas bon. OK, il n'est pas bon, mais
est-ce que tu connais sa situation de vie? Mhm. Quand il y a eu la série, un départ, là, comment ça s'appelle? Jake Allen a eu de la misère. Puis là, tout le monde voulait que Samuel Montembeault prenne le filet. Est-ce que vous saviez qu'il avait eu un enfant? Puis que c'est dur de faire des nuits avec un enfant? Un nouveau-né? Yep. Fait que c'est sûr que ça peut juste sur tes performances. Mais non, il n'est pas bon. Il faut laisser l'autre gardien jouer plus. En plus, c'est un Québécois, fait qu'il faut lui laisser plus d'espace pour qu'on puisse... Arrêtez, là. Ouais. Arrêtez. Il y a des situations de vie qui sont beaucoup plus importantes que le jeu en tant que tel. Oui, on veut gagner la Coupe Stanley, oui, on va avoir la Coupe Grey ou bien la Coupe Lombardi, c'est ça? Lombardi pour la Au NFL, football, yeah. mais il faut voir l'humain avant tout. Et malheureusement, je pense qu'encore une fois, l'émotion est vraiment trop proche. Yo, quand on parle d'humain, quand on parle d'émotion, tu sais, le joueur qui me revient tout le temps en tête, là, OK, Vas-y. c'est Piqué, là. OK? Quand on parle, si tu me parles d'humain, tu me parles d'émotion, puis un joueur qui il était tout le temps émotif sur la glace, Ouais. c'est Piqué, OK? Et là, le 12 janvier, ça c'est jeudi qui s'en vient, là, OK? On tourne le 9, aujourd'hui, on est le 9 janvier, là. Jeudi, le 12 janvier, c'est le homecoming, c'est le retour au bercail, comme ça qu'ils l'ont appelé, de Piqué. Je veux savoir juste ça, cet événement-là, comment ça te fait sentir, man? Comment tu te sens? It's a long time coming. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment-là. Mais je pensais que ça allait se passer, qu'elle allait remettre le gilet du Canadien. Personnellement. J'aurais voulu qu'il ait la chance de repatiner encore avec le Canadien, remettre le chandail, jouer des matchs, nous redonner la même émotion ou des partiels de l'émotion qu'il nous a donné pendant c'était environ 6 ans qu'il a été avec nous. Parce que j'ai l'impression que ça a été trop court. Et les promesses qu'il nous a données, je les attendais. Parce que c'est le seul joueur qui m'avait promis une Coupe Stanley comme ça. Là. Puis il était comme, yo, moi je suis là pour gagner, je suis pas là pour perdre. Mais Est-ce que l'organisation mériterait, est-ce que l'organisation mérite que Piqué remette le chandail pour eux, là? On entend Adler qui est en train de tousser en arrière, là. moi, personnellement, j'ai jamais aimé la transaction en tant que telle. J'avais pas de problème qu'on échange Piqué. J'ai Ok. toujours dit, il n'y a pas de problème qu'on échange Piqué. C'est qu'est-ce qu'on reçoit en retour qui m'intéressait plus. Et pour moi, c'était pas ça qu'il fallait faire. Puis on l'a vu à travers le temps, qu'est-ce que ça a donné. Échanger un joueur qui est plus jeune pour un joueur qui est plus âgé puis qui est à risque, personnellement, je ne vois pas le bien fondé de tout ça, mais je suis pas un directeur général, il y a des choses que peut-être je ne comprends pas. Je parle d'un point de vue qui est amateur, puis un point de vue qui est... Yo, Piqué, Le cœur. c'est exactement, Exact. c'est my guy. Mais pour en revenir avec, est-ce que le Canadien le mériterait? Je pense pas. Pour tout ce que Piqué a pu faire, pu dire, agir, regarde comment on l'a remercié. Yo, est-ce que c'est un problème? C'est un problème, yo. Dans l'entrevue que Piqué a fait à Pivot, il a dit un truc qui m'a hit. Il a dit que Montréal est un marché qui a un historique d'échanger leurs superstars. OK? Ouais. Puis là, après, je réfléchissais, OK, c'est qui les stars qui ont été échangées? Oh, pas Patrick Roy a été échangé. Ouais. Yo, c'est pas Guy Lafleur aussi qui a été échangé. Aussi. Mais quand on rentre dans ce débat-là, les gens vont amener leur argument. C'est quoi? Donc, voici leur argument pour Patrick Roy. Ils vont dire que c'est Patrick Roy qui a demandé un échange. Ok. Et c'est non le Canadien qui a voulu l'échanger. OK. Et ma réponse à ça, pourquoi Régent Roux n'a pas tout fait pour le garder si tu savais que c'était le meilleur gardien de but? Ça, c'est ma question. OK. Si tu peux me répondre à ça, j'ai pas de problème. Fait qu'ils ont préféré garder Mario Tremblay, que, à mon avis personnel, c'est vraiment pas un bon Un entraîneur-chef, bon entraîneur, yeah. au détriment d'un joueur qu'il t'avait déjà gagné une Coupe Stanley et qui pouvait t'en gagner d'autres. Puis il l'a prouvé parce qu'il est allé gagner ailleurs. Et maintenant, pour Guy Lafleur, c'est parce qu'il ne voulait pas jouer le rôle défensif. C'est un attaquant. Il y a des attaquants comme ça que tu ne peux pas les faire changer de style comme ça. Ouais. Dadonov, est-ce que tu penses vraiment qu'il va jouer en défense? Yeah, true. On Alors, a à essayé quel en point- début de saison, ça n'a pas fonctionné. Mais l'affaire, c'est que. Puis pas que je suis pour l'avoir échangé nos superstars, là. OK, moi, j'aurais gardé Patrick Roy au-dessus de Mario Tremblay, j'aurais gardé Guy Lafleur au-dessus de n'importe qui, j'aurais gardé Piqué Souban, Ouais. surtout si on me donne chez Weber. OK? Mais Attends, wow. Il faut Qu'est-ce que qu'il y tu a? recommences cette phrase-là parce que je suis pas sûr d'avoir bien entendu. j'aurais gardé Piqué Souban, surtout si c'est chez Weber qu'on me donne. OK. Mais, OK. pas le problème, sauf que jamais je vais garder, peut-être que je parle, même pas, jamais je garderai un joueur qui ne veut pas jouer pour moi. À un moment donné, ça peut juste devenir toxique. Un Tu joueur comprends? qui veut- OK, C'est une bombe OK. à retardement. Ouais. Fait que pour Patrick Roy, je peux donner cet argument-là aux gens que, yo, si le partenaire request un trade, you know what?
si je peux honorer ce trade-là, pourquoi pas? Surtout qu'on sait qui est le personnage de Patrick Roy. OK? Maintenant, le problème que j'ai, moi, c'est cette citation-là que personne n'est plus grand que le club. OK? Moi, c'est là le issue que j'ai. Parce que, pour moi, c'est pas une question de qui est plus grand. À un moment donné, c'est un partenariat, là. Tu comprends? C'est pour que le club ait du succès, il faut que les joueurs soient bien, là. Tu comprends? Puis quand tu sais, puis no players are equal. Aucun joueur est égal. C'est tes joueurs qui sont plus performants, sont des joueurs à qui tu dois donner un peu plus de temps ou que tu dois permettre plus de choses. Tu vois ce que je veux dire? Piqué, avant qu'il parte, là, c'était notre top 2, top 3 meilleurs joueurs. Là. C'était qui l'autre? Pat Price? C'est Price que tu dois mettre en premier. Puis pour c'est moi, tout. c'était... Je ne mettrais pas Pacioretty. Non. Markov, est-ce qu'il était déjà parti quand Piqué? Non, Markov était encore Markov était là. Mais si je parle en termes de potentiel en plus, puis skills-wise, j'aurais mis Piqué avant Markov. Ouais. OK? Même si Markov, one of the greatest. Le général. Exact, là, c'est notre quart arrière. Là. Mais, fait que, tu sais, pour moi, c'est cette phrase-là que il n'y a rien de plus gros que le club. Je pense que c'est ça qui est. Je pense que c'est cette phrase-là qui est wrong, puis c'est cette phrase-là qui a fait que Piqué est parti. Mais je ne suis pas un athlète. Je ne suis pas dans une équipe. Je n'ai pas une carrière d'athlète non plus. Loin de là. Mais j'ai l'impression vraiment là, que cette ligne-là, qu'il n'y a rien de plus gros que le club, c'est la ligne la plus toxique pour le Canadien de Montréal. Je suis d'accord avec ça, puis on l'a vu. Ils ont préféré, puis ça c'est pour retourner des années avant, ils ont préféré avoir un joueur qui était beaucoup plus stoïque, très dans le cadre d'un joueur de hockey, qui ne parle pas, mais tu as quand même eu en retour un joueur qui ne voulait pas nécessairement jouer à Montréal, qui était là pour faire sa job et ensuite je rentre à la maison. Donc, tu sais, c'est de savoir qu'est-ce que tu préfères. Donc, je pense que l'organisation préférait ça. Je pense que les partisans préféraient quelque chose d'autre. Qui a eu le meilleur là-dedans? Dans les deux cas, les deux équipes, est-ce que c'était une bonne échange ou une mauvaise échange? Pour moi, les deux ont win. Les deux ont win. Ça a eu le même résultat pour les deux. T'sais, les deux ont été une fois en finale de la Coupe Stanley. Est-ce que Piquet Souben a probablement fait un petit peu plus de points parce qu'il a duré un petit peu plus longtemps au niveau comme des blessures et ainsi de suite? Mais... Man, c'est... ce sujet-là m'enrage. C'est pour ça que j'essaie de m'abstenir un peu de... Non, mais il faut aller comme tu le sens parce que, écoute, ça là, il s'en vient puis je suis super content. Tu sais, je vais pouvoir assister au homecoming de Piqué, mais c'est juste que je trouve que c'est un autre exemple de comment on a manqué à construire un franchise qui, de notre vivant, ferait sens. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être, comme Piqué disait, puis je tends à être d'accord avec lui, je pense que Piqué était avant-gardiste. Je pense que son style était le monde du hockey, puis particulièrement le monde à Montréal, du hockey à Montréal, était pas prêt pour ce style-là. Tu sais. C'est arrivé trop comme ça. C'est arrivé trop vite. Mais yo, tu sais quoi? Puis il n'y a pas eu tant de joueurs avant lui qui étaient comme lui. C'est quoi? Oui, je suis d'accord, mais yo, jamais le débat. Peut-être qu'on va aller dans un terrain qui est glissant, mais on le fait. Okay? Vas-y. Si c'était Cole Caulfield en 2009, le même Cole, la même personne, là, le même flamboyant Cole Caulfield, puis j'ai jamais entendu quelqu'un dire le mot flamboyant pour Cole Caulfield. Jovial, plein d'énergie, ça j'ai entendu. Mais bref. Toujours le sourire. C'est ça. Toujours le sourire. Mais Piqué, il était flamboyant. Mais je prends la discussion. Si c'était Cole Caulfield en 2009, penses-tu qu'on aurait été plus prêt à l'accepter? Je vais être obligé de dire probablement oui. Puis je vais te dire un peu pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de situations qui arrivent actuellement, puis peut-être le management a changé, mais il y a encore des choses que Piqué avait mis back then qui a été refusé, que maintenant ils ont été acceptés. Les handshakes, par exemple. Pourquoi les handshakes sont plus acceptés maintenant qu'ils ont été acceptés avant? Peut-être le management est différent. Mais en tant que tel, dans un esprit d'équipe, quand tu as une équipe, tu as le droit de faire ce genre de choses-là. On le voit dans les autres sports. Tous les gars ont des handshakes différents avec tout le monde. Si un joueur ne veut pas le faire avec un autre joueur, c'est ton affaire à toi. Mais si deux joueurs comme Piqué et Price veulent faire le triple O5 après une victoire, pourquoi tu ne le laisses pas? Pourquoi tu ne laisses pas tes joueurs s'exprimer? Là, maintenant, on les laisse un petit peu plus s'exprimer, à ce que je comprends. Mais je pense que quelqu'un comme Caulfield ou quelqu'un il y a une attitude, lui, quand il joue là. On lui laisse plus de place. Et je pense qu'on lui aurait laissé plus de place pour s'exprimer. Et encore une fois,
j'allais en contrepartie parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Kotka Niemi, on lui avait dit, il faut que tu arrêtes de sourire. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est une différence d'opinion au niveau du management qui est différente. Puis le monde qui ne voulait pas qu'il sourie, mais c'était l'ancienne direction qui avait envoyé Piqué ailleurs. Ouais. Et la nouvelle direction, je pense qu'elle est beaucoup plus d'actualité, jeune, et voit comment la communauté du hockey évolue et comment les autres sports évoluent aussi. Ouais. Tu veux aller vers cette ère-là, là. Moi, tu vois, je pense que je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose de management. Je pense que quand Caulfield aurait fait ça en 2009, on lui aurait demandé d'arrêter les handshakes aussi. Je pense que l'entraîneur qui était là avec le directeur général, c'était pas en forme. Ouais. Puis maintenant, on est complètement différent. OK? Là où, par contre, j'irais, c'est pourquoi je fais cette comparaison entre Caulfield et Piqué, c'est que les médias back then, et je m'en souviens comme si c'était hier, bro, les médias back then n'étaient pas en désaccord avec le fait que Piqué et Price arrêtent de faire leur handshake. Bon, tellement qu'ils n'étaient pas en désaccord, on avait le scoop avant même qu'ils arrêtent. On en parlait avant même que, je pense que c'était Michel Therrien, dise d'arrêter de le faire. Tu comprends? Et là, quand on a vu la vidéo de Caulfield avec le handshake avec un paquet de gars aussi, ben, il y a eu un partage comme quoi on parlait de l'énergie de Caulfield puis qu'est-ce que Cole amène. Tu comprends? Fait que, tu sais, on a déjà vu un épisode à Ben Wagon où on parlait de la perception médiatique entre les athlètes noirs et les athlètes blancs. Puis, tu sais, loin de moi l'idée d'en faire un débat racial parce que des fois, je trouve que c'est abusé. OK? On utilise la carte de la race de façon abusive. Mais sur ce sujet-là, j'ai pas l'impression que c'est une utilisation abusive. Piqué et Cole sont deux joueurs en termes d'énergie, en termes de ressemblance émotive, pour moi, qui sont similaires. Okay? Les deux ont du swag, les deux aiment rire, les deux amènent l'énergie, les deux ont du swag aussi sur la glace. C'est pas les deux que c'est accepté de la même façon. Exact. Tu comprends? Puis c'est pas couvert dans l'immédiat de la même façon. Ouais. Est-ce que actuellement, ça veut dire c'est le résultat d'une société qui progresse? Moi, je dirais, oui, la société progresse, mais c'est pas ce résultat-là. Je pense que c'est la perception médiatique en lien avec qui le joueur est. Tu comprends? Parce que c'est les mêmes gens qui sont dans les médias depuis 2009 jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas tant changé. Tu comprends? 2010-2011, dans nos chaînes sportives... C'est le narratif qui tente de changer aussi. Exact. Le narratif change, mais les gens qui font la narrative sont les mêmes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils choisissent ce qu'ils veulent te faire croire. Exact. Fait que pour moi, la perception, elle est différente. Je pense que le fait que Subban était noir puis que Caulfield est blanc, ça passe mieux. Mais je pense que ce que Subban a fait permet à Caulfield d'être et que ce que Caulfield fait, c'est si on avait un Quinton Byfield à Montréal qui avait ce swag-là, mais je pense que ça passerait mieux maintenant. Okay. Tu comprends? Ouais. Je pense qu'on est juste dans une direction positive, mais je pense que la perception médiatique, la perception aussi chez les gens est différente parce que Caulfield les ressemble. Puis je pense que c'est le management qui joue tout là-dedans. Parce que tu avais un club qui était beaucoup plus fermé, qui ne disait pas qu'est-ce qui se passait avec l'équipe et tout ça. Puis maintenant, tu sens qu'il y a une ouverture. Tu peux avoir une entrevue Kent Hughes pratiquement quand tu veux. Il est assez ouvert pour avoir ce genre de discussion-là avec toi, tandis que Marc Bergevin se cachait. Tu comprends? Fait que la perception aurait été probablement pas la même à cause de comment la gestion était aurait faite. été. Aurait été. Je pense que tu veux dire. Mais, c'est un tout. Personnellement, je suis content que la nouvelle direction a décidé de faire ça. Je pense que ça va faire du bien. Puis je pense que ça va réconcilier de la même façon qu'ils voulaient réconcilier le Canadien avec Patrick Roy back in the days, quand ils ont retiré son chandail et quand ils l'ont fait revenir et tout. Je pense que c'est un peu ça qu'ils essayent de recréer avec Piqué Subban, malgré que le lien avec le Canadien, en fait, avec les partisans, n'a jamais changé en tant que tel. Parce que quand ils revenaient, oui, il y avait les huées, mais il y avait beaucoup d'applaudissements aussi. J'espère juste que le 12, ça va être quelque chose qui va être très chaleureux pour lui. Là. Je pense aussi, man, tu as raison avec le lien. Moi, je me souviens, en 2021, fin 2020-2021, on faisait un reportage pour RDS. On était allé à Sport Rousseau. Puis, je n'irai pas son nom, mais quelqu'un de Sport Rousseau nous disait que les chandails de Piqué sont les chandails qui se vendaient le plus. Puis, quand il est parti, ils ont eu une drop dans les ventes, tu comprends? Fait que je pense que c'était un gars là qui... Il a marqué les partisans du Canadien. Fait que c'est vrai que c'est une belle façon de réconcilier. Mais on est dans le Canadien. Je change un peu, tu sais, je saute du coq à l'âne un peu là, mais on vient de voir les championnats du monde, junior. OK. Du excellent hockey.
Puis tu sais, qu'est-ce que j'aime du championnat du monde junior, c'est que les feelings sont vrais, sont raw. Tu comprends? Tu sais, dans la NHL, bon, les gars, c'est une job, c'est professionnel, tu sais. Ouais. Dans ça, là, dans le junior, ils fightent pour une place dans la Ligue nationale, tu C'est comprends? le feeling March Madness. C'est exact, exactement. C'est ça le feeling. OK? Ouais. Du gros hockey, du beau hockey. Puis il y a un gars, Connor Bedard, 17 ans, qui est en train de pulvériser tous les records. OK? On le compare à Crosby, on le compare à McDavid. Ouais. Right? Est-ce que tu penses... Qu'est-ce que l'existence de Connor Bedard crée chez toi en tant que partisan du Canadien? Bon. Il faut commencer avec le fait que les Canadiens sont plus proches du bas que du haut. Fait Facts. qu'on a beaucoup plus de chances de l'avoir. Ouais. L'excitation de l'avoir ici à Montréal, pour de vrai, pour moi, ça me fait plus peur que j'ai envie de l'avoir. OK. Pourquoi? Parce que Connor Bedard à Montréal peut devenir très vite un flop si on ne le laisse pas s'exprimer comme il a besoin de s'exprimer. OK. Mhm. Puis je m'explique par rapport à ça. C'est que tu as un premier choix, tu vas avoir toute l'attention médiatique sur toi. Ouais. Puis on sait qu'à Montréal, c'est x4. Yeah. On va t'énerver pour parler français quand c'est même pas obligatoire, quand tu fais juste venir jouer au hockey. OK. Plus maintenant. Je t'arrête, plus maintenant. Notre capitaine a un nom japonais, Pam. OK? On est rendu ailleurs. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça a été dit et ça a été médiatisé que les joueurs, s'ils veulent ou s'ils veulent pas, prennent des cours de français. Tu comprends? OK. Fait que pour moi, Mais pour moi, ça, c'est normal. ça peut être normal pour toi, mais pour moi, c'est comme yo, il vient juste faire son sport qu'il aime. Oui. C'est ça. Sa job, c'est de jouer au hockey. Sa job, c'est pas d'apprendre la langue je du... suis pas d'accord. Non, mais... Non, mais je comprends, c'est t'explique. correct, Je mais c'est t'explique, juste mais- que moi, je trouve pas que ça devrait devenir un criteria pour Non, faire mais je dis partie pas du que c'est un Canadien. critère. Je dis pas que c'est un critère, mais c'est juste que quand tu viens jouer au hockey pour le Canadien de Montréal, ta job, c'est pas juste de jouer au hockey puis de partir. Pour qu'est-ce que le Canadien de Montréal est. Surtout si tu es une star comme Quand le ce que Bédard va devenir. Tu comprends? Une star de la NBA qui va jouer aux Lakers, tu peux pas juste dire ma job, c'est de jouer au basket puis de partir. On a ronflé Westbrook qui a dit un peu une chose similaire l'année dernière. Ouais. Quand tu es pour une organisation qui a un historique, là, qui a une histoire, tu peux pas juste dire je vais faire ma job puis après je m'en vais. Impossible, pas Montréal. Mais l'historique date de combien de temps? Stills! C'est souvent là où est-ce que je m'en vais. Puis je comprends l'historique, puis je comprends très bien ton point de vue, puis peut-être en partie, je suis quand même d'accord avec ça. OK? Ouais. Mais on n'est plus dans les années 90, on n'est plus dans les années 80, dans les années 60, où est-ce qu'ils gagnaient beaucoup. On est dans une nouvelle ère. Fait est-ce qu'on peut juste améliorer, puis pas obliger les joueurs? On les oblige pas, pardon, je ne peux pas utiliser ce terme-là, mais on ne peut pas Les recommander les fortement. recommander fortement, Ouais. parce que ça peut devenir un boulet en même temps, parce que s'il n'apprend pas assez vite à parler français, ça peut devenir un problème. Là, ils se sentent obligés de venir devant les médias et dire « Hi, bonjour » en français Mais pour moi- pour être accepté OK, du mais peuple. pour moi, ça, c'est de la faute de l'organisation. C'est pas au média. Le média va faire qu'est-ce que... Le média is the voice of the people, quote unquote. OK? OK. Fait qu'il va poser les questions. Son but, c'est de poser des questions que les gens poseraient pour que les gens aient les informations qu'ils recherchent à voir. Oui. OK? Au Québec, on veut que nos gens parlent français. On est une société minoritaire en termes de Québécois francophones en Amérique du Nord, même au Canada. Ouais. OK? On va constamment se sentir attaqué ou sentir qu'on va perdre une partie de notre culture. OK? Puis c'est normal de se sentir comme ça. OK? Je vais faire un parallèle glissant, puis je ne compare pas les combats, je fais juste le parallèle. OK? Quand nous, on ne se sent pas représenté dans les médias, c'est normal qu'on sent qu'on perd un peu notre place dans la scène médiatique parce qu'on ne se voit pas. Fait que quand le Québécois francophone sent que l'espace, le français est en train de se perdre, c'est normal qu'il se sent un peu genre attaqué ou qu'il se sent anxieux par rapport à ça. OK? Puis je pèse mes mots par rapport à la comparaison parce que je ne fais pas la comparaison des combats. Je prends juste deux comparaisons au niveau de comment on se sent. Je me demande juste, c'est quand la dernière fois qu'un un joueur de hockey qui a joué à Montréal a appris le... Bon, j'allais dire piquer sous ben parce que ce patin-là voulait apprendre la langue, c'était moi qui aimais ça être ici. True. Mais là, bon, laisse faire mon argument parce que je viens de me contre-argumenter. Moi, tout ce que je te dis, c'est juste ça, c'est que ça justifie que le média pose cette question ou amène ce requirement. OK? C'est la job de l'organisation de dire, yo, non, stop, arrêtez. Du coach, du directeur général, whatever, ils ne font pas. Tu comprends? Si eux ne le font pas, ben, le média va faire qu'est-ce que le média fait. Le média va poser les questions, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que si l'organisation ne le fait pas, c'est le problème de l'organisation. Ouais. Maintenant, par contre, en tant que joueur, surtout en tant qu'athlète professionnel, quand tu joues à un sport, tu
tu deviens plus que juste ton sport. On ne peut pas prendre l'argument It's bigger than sport seulement quand il y a des causes sociales qui arrivent, qui nous touchent. Il faut le prendre as a whole. Tu comprends? Dès que tu deviens un athlète professionnel dans un sport qui a un reaching, qui te donne un reaching incroyable, mais tu es plus qu'un athlète, tu es plus que le sport. Donc, si tu décides d'être un athlète professionnel à Montréal, puis que, mettons que tu signes un contrat là, de 8 ans, whatever, mais tu acceptes de faire partie de cette communauté-là. Lui, il n'a pas décidé, il s'est fait repêcher. Oui. Juste amener la nuance. Oui. Disons qu'il signe, pour moi, it comes with it. Ouais. Maintenant, si tu te fais repêcher, ben comme je te dis, là, c'est à l'organisation de le protéger parce que c'est un kid. C'est l'organisation qui a la responsabilité du développement du joueur. Fait qu'il faut que tu mettes en place tous les éléments pour le protéger puis pour lui permettre de se développer. OK? Fait que si le média arrive puis on dit à Connor Bedard, will you say mercy? Mais l'organisation doit arrêter ça tout de suite. Tu comprends? Mais je pense que c'est normal qu'on souhaite que nos superstars embrace la culture d'ici. Non, mais embrace, ça ne veut pas dire qu'ils doivent apprendre le français. Tu peux embrace la poutine tant que tu veux. Là. Impossible. Pas au Québec. Tu ne peux pas embrace la culture québécoise sans faire des efforts d'apprendre le français. Non, ils peuvent. Je ne parle pas qu'ils ne doivent pas faire l'effort ou peu importe. Je parle juste que ça ne peut pas devenir, comme j'ai dit tantôt, un critère. Parce que là je sens que, et ma perception est comme ça, c'est que tu joues pour le Canadien de Montréal, il faut que tu ailles prendre des cours de français pour t'habituer à parler avec le public montréalais. Est-ce que ça doit être comme ça? Je ne pense pas. Ça doit venir du joueur. Est-ce que ça tente aux joueurs d'apprendre le français? Parce que ce n'est pas une langue facile. Là. Non, je suis d'accord. Puis je pense pas qu'on demande à ce que nos athlètes... Je pense qu'on demande l'effort. Exact. Ça, et je pense qu'un athlète qui commit à Montréal devrait faire l'effort d'apprendre le français. Puis loin de moi l'idée, tu sais, je suis pas le grand défenseur francophone, projet loi 80... Je suis pas du tout ce genre de personne-là. Ouais. Par contre, si tu veux embrace la culture, si tu commits à Montréal en tant qu'athlète professionnel du Canadien de Montréal, tu te dois d'embrace la culture. Okay. Et c'est pour ça que j'ai tout des gros problèmes avec Carey Price, chez Weber, qui s'en aille. Tu sais, puis à la fin, c'est ta décision. C'est juste que j'ai un problème avec cette décision, mais ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Puis c'est pour leur santé mentale, c'est pour leur paix d'esprit. Puis si c'est mieux pour eux de partir pendant tout le off-season, kudos to them. Ils ont le droit de le faire. Par contre, pour moi, quand tu es un athlète professionnel, tu deviens plus que juste un athlète qui joue au hockey. Mais voilà pourquoi je te dis qu'il y a une différence entre embrace la culture et se donner le devoir d'apprendre le français. Qu'est-ce que Nick Suzuki a fait pendant l'été? De rester à Montréal, de chiller à Montréal, de comprendre c'est quoi la vie à Montréal. Je suis d'accord. Pour moi, ça vaut beaucoup plus que s'il me dit un bonjour et un merci décontrôlé là, devant la caméra. Ça me dit beaucoup plus du personnage de la personne qui veut. Je comprends que c'était peut-être pour avoir le 6 sur son chandail. OK, à la limite. Mais je vois l'effort derrière ça. Je suis d'accord. Je vois qu'il a envie d'être à Montréal, puis de rester à Montréal, puis d'apprendre la culture, puis pas retourner dans le coin d'où il vient, en Ontario, je pense. Fait que, moi, c'est de ce côté-là que je le vois. Puis, c'est pas que je n'ai pas de respect ou de... Je suis juste je m'en fous un peu, là, de qu'est-ce que chez Weber et qu'est-ce que Carey Price font, parce que peut-être pour eux, ça les importait peu d'apprendre le français puis de rester à Montréal pendant leurs étés, parce que, bon, tu sais que Carey Price aime jouer à sa chasse, et puis chez Weber aime ça être dans ses trucs. Dans ses trucs à lui. Non, je te file. Pour moi, tu sais, quand j'ai amené Price et Weber, je l'ai amené du fait que ils ont le droit de faire le choix qu'ils veulent. Là. Puis je leur ai dit, là, c'est leur choix, right? Ouais. Mais quand tu deviens un joueur de hockey pour le Canadien de Montréal qui est commit à long terme, tu deviens une entité qui a autant d'influence qu'un politicien, qu'un le ministre de la Santé, qu'un Fitzgibbon, qu'un François Legault. Puis ça, pour moi, ça vient avec des responsabilités. Puis c'est pour ça que, tu sais, je vais jamais attaquer Suzuki. Si Suzuki parle jamais français, mais il est là à Montréal, il est dans tous les événements, il aide, il chill, puis il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Tu sais, je vais respecter ça. Puis c'est pour ça que je pense fortement que le fait qu'il fasse tout ça, ça va l'entraîner à juste se débrouiller en français ou whatever, d'être capable de discuter. Je ne veux juste pas faire exprès, mais Piquet Souben a fait tous les efforts comme ça pour l'ami d'or. Mais je voulais juste dire ça comme ça. Non, c'est vrai. Mais tu vois, c'est là que, tu sais, on parlait du Canadien, mais je ne veux pas qu'on parle nécessairement du français, là, mais Bédard. Ouais. Je te pose pas la question, est-ce qu'on devrait tank pour Bédard? Parce que, logiquement, là où on est, puis en reconstruction, tu veux avoir le meilleur joueur disponible. Fait que, tu sais, est-ce qu'on doit tank pour avoir Bédard? Oui. La question que je te pose, c'est, est-ce que tu penses que l'organisation, c'est les joueurs. Pour moi, au-delà du coach, au-delà du directeur général, c'est les joueurs. Est-ce que l'organisation voudrait tank pour Bédard?
Donc, est-ce que les joueurs voudraient tank pour avoir Bédard? Non. Tu as déjà joué du sport? J'ai déjà joué du sport. Tu veux pas perdre un match. Facts. Moi, je jouais au soccer, puis ça me tentait pas de perdre le match. Là, malgré que je pouvais être dernier, premier ou peu importe, je suis un compétitif. Je suis pas là pour perdre. Je vais pas faire exprès de perdre. Je vais donner mon 100% à chaque match. Puis je pense pas que les Canadiens, en ce moment, cherchent à perdre. Je pense juste qu'ils ne sont juste pas de calibre pour gagner tous leurs matchs. Je pense juste que c'est juste ça. Mais moi, personnellement, je ne pense pas qu'un joueur de hockey ou un joueur professionnel va choisir délibérément de perdre un match. Parce que là, ça enlève toute la valeur de compétitivité et puis ainsi de suite. Donc, Avec le trust the process. ouais. Yeah. OK. OK. Est-ce que, alors, Bédard, elle a... Est-ce que c'est la pièce manquante au Canadien? Je pense pas. Ça fait partie d'eux, mais je pense pas que c'est la pièce. C'est que ça serait quoi la pièce? Il n'y a pas une pièce plus qu'une autre. Parce que si tu as Bédard qui rentre dans ton alignement, mais tu n'as still pas un Carey Price, qui va arrêter les buts? Tu comprends? Oui, Bédard devient un joueur important parce qu'il complète la ligne de centre. Parce qu'une belle ligne de centre, ça serait Bédard, Suzuki, puis on va dire Monahan. Ça te fait une belle ligne de centre. Puis tu mets, comment il s'appelle, la Jake Evans au quatrième. Fait que ça te fait une belle ligne de centre. Mais mis à part la belle ligne de centre, oui, ça va améliorer tes ailes parce que Bédard est là pour élever les ailiers. Donc, il va faire qu'est-ce que peut-être Suzuki n'est pas capable de faire nécessairement, mais il le fait, mais à peut-être plus basse échelle, si je peux dire ça comme ça, de faire en sorte que ses ailiers soient meilleurs. Mais il va toujours besoin d'avoir d'une défensive, il va toujours besoin d'avoir d'un gardien de but. Si tu n'as pas de gardien de but, si tu n'as pas de défensive, tu ne gagnes pas de coupe. Edmonton n'a pas pu se gagner de coupe avec McDavid. Puis Toronto, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils ont de la misère à passer le Toronto, c'est Toronto. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est des équipes qui sont bâties strictement sur l'offensive. Ça, c'est en prenant pour acquis que le Canadien va être basé sur une équipe offensive du moment où est-ce que Connor Bedard arrive à Montréal. Ça, c'est si jamais. Ça, c'est ma vision personnelle de ça. Mais toi, au moins, en termes de prospects, les Canadiens ont une défensive qui a le potentiel d'être très solide. Tu sais, avec Jacky, Goulet, Harris, Barron. Je pense qu'on peut être très solide. C'est beaucoup de jeunes. C'est exact. Mais c'est pour ça que je parle dans cette reconstruction-là. Tu comprends? Je discutais avec des partenaires, puis j'en ai parlé, mais je veux qu'on en discute là. OK? Disons que je suis une équipe qui a le premier pick. Ça se fera jamais, là. On est dans l'hypothèse, là, OK? Mais disons que je suis une équipe qui a le premier pick. Toi, t'es Kent Hughes. Je viens de voir, puis je te dis, yo, je suis prêt à échanger le premier pick, donc essentiellement Bédard, mais je veux Caulfield. One-on-one trade. Est-ce que tu le fais? Je garde le number one pick. Je veux Bédard, comme absolument. Au détriment de Caulfield. Tu perds Caulfield pour avoir Bédard. Je veux Bédard. Il faut que tu m'expliques pourquoi. Mais c'est pas... Non, mais est-ce que tu échanges Caulfield pour ce first pick-là? Si je peux avoir Bédard, oui. Mais il faut que tu m'expliques pourquoi. Parce que moi, je trouve que c'est insensé. Je trouve que ça fait pas de sens. Est-ce qu'il y a quelques années de ça, tu n'aurais pas échangé pour avoir McDavid? On ne peut pas prendre cet argument-là parce qu'on sait qu'est-ce que McDavid est devenu. Mais on ne sait pas qu'est-ce que Bédard va être. À ce moment-là, on avait peut-être le même style de discussion. On ne sait pas si ça va être un flop ou ça va pas être un flop. Je vais amener le même argument. Okay, c'est que maintenant, je suis dans la même position. J'ai vu qu'est-ce qu'il a fait au championnat du monde. J'ai vu comment il n'est même pas de calibre avec les joueurs de son propage. Pour moi, c'est une valeur sûre s'il rentre dans la Ligue nationale. On va aller sur... Regarde, McDavid est rentré en 2015? Si je ne me trompe pas, je pense que oui. McDavid est rentré en 2015. Okay. On va aller trouver les stats. À moins que tu t'en souviens, là. Il est rentré dans une année qui n'était pas complète parce que je sais qu'il avait fait 45 points en 48 matchs. Fait que c'est... OK, non, mais moi, je vais aller en 2014. Okay. Qui était, on va dire, dans les top scoreurs de la Ligue. Caulfield, là, tu le mets en termes de top scoreur. C'est quoi son ranking dans la Ligue? En ce moment, là? Oui. Non, mais en termes de talent, en termes de ce que tu vois. Je veux qu'on parle bien, là. Quand tu dis scoreur, est-ce que tu parles en termes de points ou en termes de buts? Je veux qu'on soit clair, là. OK, en termes de buts. Parce que c'est un scoreur. En termes de buts, il est dans les 10 meilleurs de la Ligue. Dans les 10 meilleurs, OK. Oui. Maintenant, on va aller dans l'année... McDavid s'est fait draft en 2015. Je vais dire les 12 meilleurs. On va aller en 2014. OK. On va essayer de trouver... Je vais essayer de te trouver le ranking en termes de ce scoreur en 2014. OK? Hockey. DB. Standings. Ouais, ça va être hockey DB. OK. 2014. Right? 2013-2014. OK. Si je regarde les standings. Avec Connor Bedard, Connor McDavid?
Ou Avant. C'est l'année juste avant. Avant lui. OK, parfait. OK, là, il me sort les standings des équipes. Je cherche les joueurs. Qui a levé... OK, attends. On va aller ici. Pendant ce temps, ça, c'est des choses qui arrivent des fois lorsque il n'y a pas tout le montage. Donc là, il est en train de chercher. C'est des choses qui arrivent. Mais je vais vous dire que mon argument est déjà fait. C'est que moi, je garde Connor Bedard et que je vais faire en sorte que Connor Bedard vienne dans mon équipe à moi. Parce que Cole Caulfield, c'est juste un marqueur. Il n'est pas un joueur qui va élever les joueurs à côté de lui. Il va marquer des buts. Oui, il va me faire 40 buts. Oui, il va me faire peut-être 50 buts. Mais est-ce que tu préfères un gars qui va te faire 50 buts ou un gars qui peut te faire les élèves faire beaucoup plus de points, et lui faire 100 quelques points par année? Parce qu'on s'entend que Cole Caulfield ne va pas faire un point par match. Soyons honnêtes, là. OK. Ah, J'ai trouvé. OK, vas-y. T'es prêt? Et puis, je vais tout jouer son argument, ça fait zéro sens. En termes de pointeurs, là, Oui. OK, en 2014, tu avais Jimmy Benn premier, Tavares deuxième, Crosby troisième, Ovechkin quatrième, Voracek cinquième, Backstrom sixième, Tyler Seguin septième, Yuri Udler huitième, Daniel Sedin neuvième et Tarasenko dixième. Des bons souvenirs, ça. OK? Aurais-tu échangé, sans voir qu'est-ce que McDavid devient, OK? Fait que le potentiel. Oui. Moi, je te dis, you know what? Je t'échange le first pick pour soit Jimmy Benn, soit Tavares, puis disons Backstrom. Oui. Tu l'aurais fait? Oui. Sans voir qu'est-ce que McDavid est devenu? Oui. Puis ça, c'est ça même. Parce que là, tu sais, c'est un peu biaisé parce que je sais qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière. Et c'est ça que c'est tough de faire ça. C'est difficile, je suis d'accord avec toi. Mais si je suis capable de me rappeler des petits moments où est-ce que lui était au championnat du monde puis comment il dérangeait la Ligue d'Ontario et ainsi de suite, je m'en souviens que c'est un joueur exceptionnel. Là. Oui, mais il faisait des affaires de fou, là. Je comprends qu'il faisait ça contre des jeunes, mais ils sont tous passés par là. Oui. Crosby a fait ça contre des jeunes. Je comprends, sauf que la différence entre, excuse-moi, Bédard et Caulfield, c'est que Caulfield a prouvé qu'il peut faire qu'est-ce qu'il va faire dans la Ligue nationale. Ouais. Bédard a prouvé qu'il est exceptionnel contre des gars de 20, 21, 22 ans. Je ne dis pas que ça va être un flop. Loin de là, la Bédard, ça sera pas. Je pense vraiment pas qu'il sera un flop. Ouais. Par contre, je ne peux pas échanger un potentiel contre un prouvé. Je vais dire que pour moi, il y a une différence entre une superstar, un franchise player, puis un projet. Là, je les ai mis dans le mauvais ordre. Yeah. Un projet, c'est Kotkaniemi. OK. Une superstar, c'est quelqu'un comme Tyler Seguin. C'est quelqu'un Caulfield, tu peux comme dire. Caulfield, Yeah. si tu veux le mettre là-dedans. Ouais. Lui, c'est un superstar. Mais un joueur de franchise, tu peux l'échanger contre n'importe qui. Tu sais que tu ne vas pas avoir peur. Genre. Comment on peut avoir l'assurance que Bédard sera le franchise Parce que player? l'histoire le dit. Oui, mais l'histoire montre aussi Alexandre Daigle. Mais Alexandre Daigle, est-ce qu'il était vu comme un franchise player ou bien un superstar? Un franchise player, là. Alexandre Daigle a battu tous les records possibles. Là. Il y a encore des records qui ont été faits dans le championnat du monde junior. Là. Okay. Alexandre Daigle était un franchise player. Bédard, si le talent qu'il a continue, sera un franchise player, no doubt. Mais tant que je n'ai pas la preuve, pour moi, tout se prouve sur le terrain. Okay? Yo, depuis que l'Arabie Saoudite a battu qui, l'Argentine, tout se prouve sur le terrain, bro. Moi, je veux juste savoir c'est qui a gagné la Coupe du Monde après ça. Messi, how you doing, man? Messi, c'est le go. On fait un shout-out à tous nos fans de Ronaldo. Mais pour moi, tout se prouve sur le terrain. Parce que être un joueur professionnel, c'est pas seulement que est-ce qu'il y a le talent pour le faire contre les joueurs, c'est aussi le off-ice regiment. Comment il va se comporter hors de la glace. Tu n'es plus professionnel, tu n'es plus encadré comme dans les rangs juniors. C'est un autre truc. C'est sûr qu'il va être... il va y avoir quelqu'un qui va le prendre sur son aile. Là. Surtout un gars comme Bédard, et mon cher, tu l'entoures de tout qu'est-ce qu'il a besoin. Là. Exact. Garanti. Mais tu sais, c'est comment le jeune va réagir face à cette nouvelle réalité-là. Tu comprends? Fait que pour moi, tu sais, c'est tough de me dire, tu sais quoi, j'échange un potentiel contre un gars qui m'a prouvé qu'il va être le prochain Patrick Kane. Ouais. Et je le dis, puis je le redis, man. Pas que c'est les mêmes styles de joueurs, mais en termes de talent et d'impact... Il faut arrêter. Caulfield... Il faut arrêter. Caulfield, tu vas me dire qu'il ne va pas avoir autant d'impact que Patrick Kane? Ben, il va avoir Suzuki Caulfield, il va avoir ça sera Jonathan Toews, Patrick Kane. Il va avoir un impact dans son équipe, ça, je te le donne. Dans n'importe quelle équipe? Oui, parce que c'est un scoreur, c'est un marqueur de but. De grande qualité? De très grande qualité. Comme Ovechkin, comme Patrick Kane? Non. Patrick Kane, c'est un joueur complet.
C'est un joueur qui va te faire des points, il va te faire 1 point par match. Je ne pense pas que Cole Caulfield va te faire 1 point par match. Ça, c'est ma vision personnelle. Patrick Kane est quoi? OK, tu me dirais qu'il est plus overall. C'est comme un LeBron. Ouais, il est overall, OK. c'est pas un joueur, puis Donc, je vais dire, OK, est-ce que je pourrais dire qu'il est complet? Je vais faire attention à dire le mot complet parce que je pense pas qu'il est bon. Je pense pas que c'est un joueur qui a joué à des avantages numériques beaucoup dans sa carrière. Fait que pour moi, tu n'es pas assez complet pour ça, mais je pense qu'au hockey, tu as le droit d'être meilleur dans une position qu'une autre. Donc, on sait que lui, du côté offensif, il a une valeur sûre. OK? Au détriment que si je parle de Jonathan Toews, il est bon des deux côtés de la rondelle, comme un peu un Patrice Bergeron, et ainsi de suite. Donc, offensivement et défensivement, il va être excellent, mais il va avoir un apport meilleur au niveau défensif, si on parle de Patrice Bergeron. Ce que je pense de Suzuki, c'est un peu la même chose que je pense de surtout Jonathan Toews. Dans son début de carrière, il va être vraiment fort du deux côtés de la rondelle, puis à un moment donné, il va juste se trouver un style qui va être plus propice à la défensive parce qu'il va devenir le meilleur joueur dans sa position. Là. OK? Cole Caulfield, je sais qu'il va être, je ne vais pas dire strictement un marqueur, mais sa valeur sûre va être de marquer des buts. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il va être autant complet comme Martin Saint-Louis l'a été? Ça se peut. Mais est-ce que tu as déjà vu Cole Caulfield jouer en désavantage numérique? Non, mais c'est parce que... C'est quoi le meilleur Caulfield que tu vas avoir? C'est quand il va te faire 2 buts ou 3 buts. Oui, mais parce que le talent que Caulfield a pour marquer des buts, c'est un talent qui est unique. Ouais. On s'entend? Patrick Kane avait aussi là, ce talent-là. Oui, mais le truc, c'est que c'est sûr qu'après, quand tu te développes en tant que joueur dans la ligue, il faut que tu te développes, il faut que tu te trouves ton identité. Fait que puis tu crées ta game autour de tes points forts. Right? Fait que c'est sûr et certain que Caulfield va bâtir sa game, sa vision de jeu pour scorer des buts. Okay? Ça ne va pas être lui qui va créer des occasions marquées, il va créer un jeu pour que les gens aient des occasions marquées. Lui, il va créer son jeu pour scorer ou il va utiliser la vitesse qu'il a pour être au meilleur endroit pour recevoir la rondelle et marquer. Puis tu le vois dans ses statistiques actuelles. Ça, je suis totalement d'accord. Okay? Mais on s'entend que ça ne fait pas de lui un joueur moins complet. C'est juste que ça fait un joueur qui utilise son atout principal et qui crée sa game autour de cet atout-là. Okay. Mais le talent qu'il a pour scorer, c'est un gars qui marque 40 buts. Je ne dirais pas à yeux fin main parce que, il ne l'a pas encore fait, puis c'est tough de marquer 40 buts dans la Ligue. Mais c'est un marqueur de 40 buts qui peut être un marqueur de 40 buts on a regular basis. Mais tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que pour le même argument que tu utilises contre Connor Bedard, pour pas qu'on ne fait pas l'échange ou quoi que ce soit, tu essaies de l'utiliser pour Cole Caulfield. Cole Caulfield n'a pas une saison complète dans la Ligue nationale. Je suis d'accord, sauf que Cole Caulfield fait qu'est-ce qu'il fait actuellement. Il y a quoi, 21, 22 buts, une vingtaine de buts. Il fait actuellement... Il y en a 23 buts. Là, 23 dans la Ligue. Tu comprends? Fait que j'ai plus de matériel pour faire mes calculs ou faire mes prédictions que Connor Bedard, où mon matériel est beaucoup plus précis, fait beaucoup plus de sens que Connor Bedard. Mais on est rendu dans les analytiques maintenant. Donc, on peut prévoir, on peut projeter 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Moi, dans 5 ans ou même dans 2 ans, est-ce que à la fin d'une saison, Connor Bedard ou bien Cole Caulfield qui va avoir une meilleure saison? D'après toi, monsieur? D'après moi? Ben... Parce que ta question est mal posée. Ta question, elle est mal posée. Parce que tu ne peux pas me poser cette question-là vu que Bedard n'a rien prouvé dans la Ligue. OK. Mais je te parle d'analytique seulement. OK. On y va avec le potentiel. Le potentiel. Potentiel, Bedard ferait plus de points. OK. Maintenant, si je dois faire un trade, je ne peux pas trade sur des potentiels. OK. Fait que c'est pour ça que Tout trade est un potentiel, hein? Parce que tu sais pas c'est quoi la blessure, tu sais pas s'il ne va pas fonctionner avec tel joueur, tel joueur. Mais c'est basé sur des faits qui sont un peu plus tangibles que d'autres. Du sens que, tu sais, Caulfield, c'est basé sur qu'est-ce que je le vois dans la Ligue. Bedard, c'est basé sur qu'est-ce que je vois contre des kids juniors. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai plus de faits tangibles avec Cole Caulfield qu'avec Bedard, là. Mais si on est dans le potentiel, dans ce qu'on voit, mais OK, oui, Bedard a un plus gros uptake, il risque d'être meilleur que Caulfield. Mais live, les preuves que j'ai, les faits que j'ai des faits de Caulfield dans la Ligue, ça a plus de valeur que qu'est-ce que Bedard fait dans les rangs juniors. Yo, il est retourné hier, je pense qu'il a fait 4 buts, 2 passes dans sa game. Normalement. Junior! J'ai fait un mec comme ça. Tu comprends? Mais contre des kids!
contre des gens juniors. Mais ça prouve comment il est plus de ce niveau-là. Dominant, garanti. Ça, je te file. C'est pour ça que je te dis que peut-être il faut que ta pensée change un peu parce que tu vois qu'il n'y a plus de calibre de ça. Et le prochain calibre, c'est quoi? Oui, mais c'est que pour fonctionner dans la Ligue nationale, c'est pas seulement une question de talent. Il y a tellement de facteurs quand tu arrives dans les rangs professionnels. Puis je suis pas un athlète. Fait que je parle sur juste quand tu es un. Juste quand toi, t'embarques dans le monde professionnel. Quand on sort du school, on finit l'université, puis on arrive dans le monde professionnel, puis c'est là qu'on voit que shit, yo, je sais rien. J'ai tout appris là, mais j'ai l'air, yo, je comprends rien, je sais rien. On a tout à apprendre. Okay. Cet ajustement-là, je pense que l'ajustement que tu parles se fait, c'est pas un ajustement qui se fait, oui, ça se fait sur la glace, mais quand tu es inné, quand tu as un talent qui est aussi intense qu'un Connor Bedard ou un Connor McDavid ou un Sidney Crosby, si on te met dans cette catégorie-là, ça existe quand tu sors du marché du travail où est-ce que tu es le plus fort de ta catégorie. Je suis d'accord. Quand tu arrives sur... Ils sont rares, ces personnes-là. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une différence entre un franchise player et une superstar. C'est sûr. Sauf que tu es d'accord que cette adaptation-là peut avoir un impact après on the ice. Ça peut. Tu comprends? Fait que, puis, je le redis, Bédard ne sera pas un flop. OK? Si, tu sais, de ce qu'il nous montre, c'est pas supposé être un flop. Exact. Mais là, il y a trop de facteurs qui peuvent influencer son adaptation dans la ligue, qui font que je peux pas prendre avec autant de sérieux ce qu'il fait dans les rangs juniors versus un joueur qui dérange dans les rangs professionnels. Moi, je me dis aussi, ça dépend de l'équipe dans laquelle il va. Parce que s'il s'en va avec Arizona, il n'y a pas beaucoup de facteurs qui l'empêchent d'être le meilleur joueur. D'être un joueur que tu ne peux pas échanger. Tu comprends? Ouais. Quand il arrive dans cette équipe-là, l'équipe est pour lui. Tandis que s'il arrive avec le Canadien de Montréal, par exemple, mais là, c'est différent parce qu'on a... Il est plus gars que l'équipe. Non, mais... non, mais t'as vu déjà... Bédard est prêt à être dans n'importe quelle équipe de hockey. T'as pas vu son entrevue tout après avoir gagné l'or? Oui. I don't want to talk about me, I want to talk about the guys. He's il est ready. prêt. Yeah, he's ready. NHL ready. Là. Yeah, ça, je suis d'accord. NHL Même ready. avec Canadien, moi, j'ai tellement une grande confiance en Martin Saint-Louis, en sa façon de parler aux joueurs, de développer les joueurs en Kentus et l'organisation. Je pense qu'on a l'organisation pour enfin laisser un joueur s'exprimer. OK? Mais... je pense juste, comme je te dis, pour le débat, puis un débat qui n'arriverait pas. Il n'y a aucune équipe échangerait le Bédard. Là. Comme Bédard ne s'échangera pas. Non. Okay? Tu vas prendre ta chance. Il va peut-être avoir des appels, mais... le téléphone va raccrocher vite. C'est ça. Les boutons puis rouges. l'équipe qui a le first pick, s'il l'échange, bro, fire tout le monde. Là, Je veux dire, rachète... Je sais pas. Fait que ça n'arriverait pas, mais juste dans ce débat-là, pour moi, quelqu'un avec des preuves dans les rangs professionnels, ça a plus de valeur que quelqu'un dans les rangs juniors, mais de tout cœur, je veux Bédard. Ouais. De tout cœur. Imagine l'avantage numérique. Non, le problème, c'est que le Canadien ne repêche jamais au bon moment. On aurait pu avoir, comment il s'appelle, Jonathan Huberdeau. On n'a pas eu Jonathan Huberdeau. C'était l'année d'après qu'on est arrivé troisième pour repêcher, comment il s'appelle, Galchenyuk. Tu comprends? C'est comme, on est toujours en retard, là. Là, tu vois, l'année passée, on a eu le premier choix. On a eu Slav. Pourquoi on n'a pas attendu un an pour être pourri encore? Tu comprends? On est toujours en retard. Ça peut arriver, on n'est pas bon là. Là, ça va jouer quoi? En Chicago, Canadien, Arizona. Tu comprends? Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'équipes là, qui sont dans la compétition. Il faut avoir Bédard, yo. Mais honnêtement, yo, si on n'a pas Bédard, quand même, tu sais, c'est un bon draft là, qui s'en vient. Puis je pense qu'on peut bien se reconstruire. Effectivement. Man, Nicolas. 2023, hein? 2023, that was a wrap. Je pense que c'était le fun de faire une discussion solo. Puis ça va venir plus souvent, guys. Oui, on va continuer à avoir des invités. On vous prépare des belles surprises, that's for sure. Mais je pense que c'est le fun de pouvoir aussi discuter, d'avoir nos opinions vraiment à deux sur certains sujets. Puis, guys, n'hésitez vraiment pas aussi à nous envoyer certains sujets si vous voulez qu'on tackle de certains sujets que vous avez envie qu'on parle. Si vous avez des idées d'invités, si vous voulez voir certains invités discuter avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer si vous n'êtes pas invités. d'accord non plus. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos opinions puis que vous voulez passer vos opinions, il y a les commentaires en dessous qui ne vous empêchent pas. Là. 100%. Engagez avec nous. Puis surtout, peu importe que vous aimez, que vous n'aimez pas, likez, partagez, écrivez-nous en quoi vous êtes en désaccord. C'est Ben Wagon Show. À bientôt.